du coude. Donc, comme vous le savez, il s'agit essentiellement d'éléments osseux qui vont assurer la stabilité du coude, le processus coronoïde en avant, l'olecrâne en arrière qui viennent enserrer la trochlée humérale, mais également la tête radiale qui, avec le condyle huméral en regard, va permettre de lutter contre les contraintes en valgus et limiter l'ascension du radius lors des lésions de la membrane interosseuse. À ces structures osseuses s'associent des ligaments qui sont essentiellement latéraux, latéral et médial. Il n'y a pas de ligament antérieur ni postérieur et ces ligaments vont jouer le rôle de haubans pour contrôler à la fois les mouvements dans le plan frontal, c'est-à-dire en varus et en valgus, mais également va jouer un rôle important pour limiter le déplacement postérieur des deux os de l'avant-bras par rapport à l'humérus, puisque vous voyez l'insertion de ces structures ligamentaires vont de l'humérus jusqu'à la face latérale et médiale de l'olecrâne. On le voit lorsque ces lésions ligamentaires ou ces éléments de la stabilité du coude sont lésés, en raison, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma du bas, de la résultante des contraintes musculaires, qu'elles soient antérieures avec le muscle brachial et le biceps ou postérieures avec le triceps, sont orientées de l'avant vers l'arrière et vers le haut, avec une forte traction donc, vers l'arrière, qui va entraîner ces déplacements lorsque vous avez une lésion des structures stabilisatrices, notamment plus de 50% du processus coronoïde, plus de 50% de l'olecrâne. Vous voyez également la résultante d'une résection de tête radiale qui ne joue plus son rôle de stabilisateur avec l'ouverture du compartiment médial en haut ou l'ascension du radius en bas en cas de lésion de la tête radiale. Donc, tous ces éléments de stabilité sont essentiels si l'on veut redonner une stabilité au coude après des lésions traumatiques. Alors, ce qui est écrit sur les structures ligamentaires est essentiellement que le ligament collatéral médial cicatrise toujours. Notamment, quand on parle de ligament collatéral médial, on parle surtout de son faisceau antérieur. Donc, cicatrise toujours si et seulement si l'articulation huméro-ulnaire est congruente après réduction. Et ça, c'est un élément important à contrôler après la réduction de luxation du coude. Et finalement, s'il existe une certaine distension de ce ligament, le patient reste peu symptomatique, ce qui permet de dire que le ligament collatéral médial est en général peu essentiel après une réduction de luxation. Et c'est vrai qu'on est amené rarement à devoir le réinsérer. Ceci a été souligné par des études biomécaniques, dont celle-ci il y a quelques années, qui a montré que le rôle du ligament collatéral médial n'avait aucun effet immédiat sur la stabilisation postérolatérale, mais qu'il prévenait la dernière étape de luxation du coude. C'est-à-dire qu'on peut avoir une instabilité postérolatérale sans lésion du ligament collatéral médial. Donc un rôle qui n'est pas complet dans la stabilité du coude et qui se limite finalement aux derniers éléments de la luxation. Ce n'est pas tout à fait le cas du ligament collatéral latéral, qui a un comportement différent, qui est plus susceptible et qui va moins bien cicatriser, ou voire pas cicatriser en cas de lésion. Le ligament collatéral latéral est un complexe ligamentaire avec un faisceau huméro-ulnaire qui semble le plus important pour lutter contre le déplacement postérieur de la tête radiale et de l'ulna en arrière de l'humérus. On retrouve également une expansion du ligament collatéral latéral vers le ligament annulaire en avant et le ligament annulaire un peu plus bas entre la tête radiale et la crête supinatrice de l'ulna. Vous le voyez ici, ce faisceau sur la coupe anatomique. Ce que l'on sait de ce ligament, c'est que lorsqu'on le sectionne, comme vous le voyez en vert ici, une instabilité postérolatérale apparaît, relativement importante, qui va augmenter avec les degrés d'extension du coude et diminuer avec la flexion du coude. Lorsque le ligament est réparé,
ce que vous avez en bleu sur la courbe, vous voyez que l'instabilité disparaît. Et on se retrouve à une stabilité proche d'un coude strictement normal. Donc, ce faisceau ligamentaire huméro-ulnaire est essentiel pour éviter l'instabilité postérolatérale. Ceci est confirmé à nouveau par cette étude biomécanique réalisée au Danemark, qui montre que lorsque l'on incise ou on désinsère le ligament collatéral latéral avec ou non résection de tête radiale, en haut vous avez associé la résection de tête radiale, en bas vous avez une prothèse de tête radiale qui a remplacé la fracture de tête radiale. Vous voyez qu'avec ou sans tête radiale, il y a une instabilité lorsqu'on sectionne le ligament collatéral latéral, que ce soit lors des déplacements varus ou lors du mouvement de rotation externe de l'avant-bras qui induit la luxation postérolatérale. Dès que l'on répare ce ligament, qu'il y ait ou non une tête radiale, et c'est ça qui est important, la stabilité revient. Donc c'est un élément essentiel de la stabilité postérolatérale du coude qui permet même de compenser une absence de tête radiale. Dans cette stabilité, on a parlé des structures osseuses, on a parlé des structures ligamentaires, mais il ne faut pas oublier également la partie dynamique représentée par l'activation musculaire qui va modifier la pression de la tête radiale sur le condyle huméral. Et cet article a bien montré, et vous le voyez sur cette dissection anatomique, que lorsque l'on positionne l'avant-bras en pronation, comme vous l'avez en haut, la tête radiale remonte sur le condyle huméral avec une mise en pression, ce qui va entraîner une mise en tension du complexe latéral qui va permettre de verrouiller le cou. En l'inverse, si vous mettez le bras en supination, vous voyez qu'il y a la tête radiale qui a tendance à descendre sous le condyle huméral et qui va venir distendre en fait le plan capsulo-ligamentaire latéral et notamment le faisceau huméro-ulnaire, ce qui va mettre finalement en contrainte ce ligament latéral et donc il va entretenir une instabilité postérolatérale en cas de lésion de ce ligament. Donc, il sera très important, si l'on veut protéger ce ligament, après une luxation, si on veut protéger sa cicatrisation, ou après une réparation, de positionner l'avant-bras en pronation. Alors, lors d'une luxation du coude, comme vous pouvez le voir, le mécanisme de luxation est relativement débattu. Ici, vous avez donc, j'espère que vous le voyez sur le film, là, cette chute de ce basketteur sur le coude. Donc, vous voyez qu'il y a un mouvement donc, de compression sur le poignet avec une compression axiale qui va monter, verticale qui va remonter du poignet jusqu'au coude, un mouvement de valgus plus ou moins important et surtout une rotation externe de l'avant-bras qui va venir mettre en contrainte le plan externe jusqu'à le léser pour entraîner cette subluxation postéro-latérale du coude. Vous voyez sur ce cercle lésionnel qu'apparaît après la lésion du plan externe une lésion des capsules antérieures et postérieures pour venir se terminer vers le plan interne. Donc, c'est ce mouvement de flexion, extension, rotation et valgus, léger valgus, à l'origine de cette luxation, suivant ce type de mécanisme. Donc ça, c'est un mécanisme qui a été décrit par O'Driscoll et qui lui permet de classer l'instabilité du coude en fonction des lésions ligamentaires. Donc, la première étape, c'est la lésion du plan externe, et donc vous avez cette instabilité postérolatérale. Puis, lorsque s'associent des lésions de la capsule antérieure et postérieure, vous savez, cette luxation qui est dite perchée, c'est-à-dire que ce n'est pas une luxation complète, et vous avez le processus coronoïde qui est accroché sous la trochlée. Et enfin, lorsque le plan, la lésion ligamentaire atteint le plan du ligament collatéral médial, vous avez la luxation complète. Dans la théorie d'Odriscoll, on peut se luxer le coude
avec un faisceau antérieur du ligament collatéral médial intact, ce qui permettrait, après réduction, de garder une certaine stabilité en valgus et donc d'éviter d'avoir à aborder le plan externe. Malgré tout, on peut avoir aussi une luxation avec une lésion complète du plan médial, que ce soit le faisceau postérieur du ligament collatéral médial ou le faisceau antérieur et le faisceau antérieur du ligament collatéral médial. Donc, de l'importance de l'étendue de ces lésions dépendra la stabilité ou l'instabilité après réduction de luxation et guidera notre prise en charge. Il y a d'autres théories qui sont en train d'émerger, puisque celle d'Odriscoll faisait loi jusqu'à maintenant. Je vous rapporte ici cet article plus récent qui est basé sur des récupérations vidéo de traumatisme du coude ayant entraîné des luxations. Alors, c'est sur des vidéos YouTube, donc la valeur scientifique de cet article est discutable. Pour autant, dans tous ces cas de figure, il semble démontrer que lors de la luxation, l'avant-bras, ici, vous le voyez, est en pronation et non pas en supination. Le mouvement luxant principal est un mouvement de valgus, alors que tout à l'heure, c'était essentiellement un mouvement de rotation externe. Et donc, si on accepte ce mécanisme, la lésion principale débuterait sur le plan interne pour se terminer sur le plan externe. Donc, c'est un petit peu différent comme physiopathologie et comme séquence lésionnelle ligamentaire. Donc, cette théorie a été reprise plus récemment par ces auteurs coréens du Sud, qui ont montré en effet que dans les luxations postéro-latérales du coude, qui sont les plus fréquentes, il y avait une distension du plan médial qui pouvait aller jusqu'à la rupture, puis petit à petit, du fait de la rotation externe de l'avant-bras, à l'origine de la luxation postéro-latérale, un arrachement du plan ligamentaire latéral. Cette théorie a été corroborée par des IRM qui ont été réalisés à distance des luxations pour justement faire l'état des lieux des bilans ligamentaires. Donc vous voyez sur la coupe B, sur l'image B, on voit la désinsertion du plan médial et à moindre degré l'arrachement du plan latéral. Sur la coupe C, on voit bien l'arrachement du plan latéral avec parfois une petite pastille osseuse. Mais ici, on voit par contre le plan médial qui a l'air intact. Il oppose, cet auteur ou ces auteurs opposent cette luxation postéro-latérale, qui est la luxation la plus fréquente, à des luxations postéro-médiales, cette fois-ci, avec non plus une rotation externe de l'avant-bras, mais une rotation interne, avec une lésion première du plan latéral, comme on le voit ici, avec un arrachement complet du plan latéral de l'épicondyle latéral, et du fait de la rotation, une compression médiale et plus ou moins une lésion du plan ligamentaire médial. Mais le primum movens de cette luxation postéro-médiale serait donc la lésion du plan externe. Donc vous voyez, finalement, il y a plusieurs, semble-t-il, formes de luxation, avec des théories qui vont s'affronter, la théorie d'Odriscoll où tout part de latéral pour finir en médial et les nouvelles théories où tout part de médial pour se terminer en latéral. Donc vous voyez que déjà on complexifie la physiopathologie, ce qui va rendre un petit peu difficile la prise en charge de ces patients et notamment savoir ce que l'on doit faire après avoir réduit un coude. Faut-il opérer? Faut-il pas opérer? S'il faut opérer, faut-il commencer en externe, en interne? Voilà où est toute la difficulté de ces luxations du coude instables après réduction. Une dernière étude, qui est une étude IRM, qui a été faite à distance de luxation du coude. C'est un petit peu critiquable puisque l'étude a été faite presque 2 mois après la luxation du coude. Cependant, cette étude IRM avait montré
qu'après luxation du coude, sans préciser forcément le type de luxation, le ligament collatéral médial était le plus souvent atteint et beaucoup plus souvent atteint que le ligament collatéral latéral, ce qui semble suggérer donc cette théorie du valgus essentiel du coude est une théorie que l'on doit rencontrer, que l'on rencontre dans les luxations du coude. C'est qui remet un petit peu en cause la théorie exclusive d'Odriscoll. Alors finalement, devant la luxation du coude, les questions que l'on doit se poser, c'est faut-il opérer ces coudes, donc faut-il réparer les ligaments, et quelle séquence doit-on utiliser pour les réparer, quelle est la durée de l'immobilisation et les résultats de ces luxations sont-ils toujours favorables? Alors, faut-il réparer systématiquement les ligaments? Le défaut de réparation induit normalement la luxation récidivante. Cette luxation récidivante est relativement rare pour autant. Vous avez ici les articles de référence les plus anciens, avec 1966, l'article d'Osborne et Cottrell, qui sont les premiers à avoir montré que dans ces luxations récidivantes, le primum movens était une déficience du plan capsulo-ligamentaire latéral. Ce n'était pas le plan médial, c'était le défaut de cicatrisation du plan médial qui était à l'origine de cette luxation récidivante. Et il proposait ainsi une sorte de chirurgie de Bankart du plan latéral qui permettait, en plicaturant le plan externe, d'obtenir la stabilité du coude et de supprimer l'instabilité. Neer, que vous connaissez pour la chirurgie de l'épaule, a publié donc en 1975 dans le JBJS également un article sur les luxations récidivantes du coude, et il a montré sur 4 cas que les lésions les plus fréquemment rencontrées étaient les lésions du plan latéral. Et ces deux auteurs préconisaient de débuter le traitement de réparation par le plan latéral et éventuellement, si après réparation du plan latéral, il persistait une certaine laxité, aller réparer le plan médial. Donc, il soulignait dans ces articles la prépondérance des lésions du plan latéral dans les lésions récidivantes, dans les instabilités récidivantes du coude. Donc, la nécessité de réparer les ligaments est malgré tout relativement rare. Dans cette étude épidémiologique réalisée en Amérique du Nord sur près de 5000 luxations du coude, seuls 75 ont nécessité une réduction et surtout une stabilisation chirurgicale. Donc, vous voyez que le taux est autour de 1,5%. Cette autre étude, qui est une étude prospective randomisée, a évalué le traitement orthopédique versus traitement chirurgical après 30 luxations du coude. Donc, 30 patients qui ont présenté une luxation du coude ont été réduits. Après réduction, 30 avaient une instabilité médiale et 16 avaient une instabilité mixte, médiale et latérale. Sur les 30 instabilités médiales, par exemple, la moitié avait une instabilité mixte, médiale et latérale. Sur ces 30 patients, il y a eu un tirage au sort, réparation ligamentaire versus traitement orthopédique. Et à distance, le résultat était identique, c'est-à-dire que le traitement chirurgical n'avait pas montré dans cette étude de supériorité à un traitement orthopédique, à la fois sur la stabilité au long terme du coude et sur la qualité de la réduction. Donc, devant une luxation du coude, il est important d'examiner le coude, voir la déformation, reconnaître la déformation, comme vous pouvez le voir, rechercher des hématomes qui sont malgré tout les stigmates d'atteinte des parties molles, que ce soit le plan capsulo-ligamentaire ou le plan musculaire. Et vous avez ici un superbe hématome à la face interne du coude qui traduit donc une lésion importante du plan médial.
Et il ne faut pas oublier, lorsqu'on examine une luxation du coude, de vérifier le poignet, car vous savez que la luxation du coude peut être associée à une lésion de la membrane interosseuse dans le cadre du syndrome d'Essex-Lopresti. Il faut faire une évaluation radiographique pour confirmer la luxation et éliminer une fracture associée, puisque nous parlons ici des luxations simples, c'est-à-dire luxations sans lésion osseuse. Après, il va être très important de tester le coude. Donc, on teste le coude une fois le patient réduit. On réduit préférentiellement sous courte anesthésie générale ou anesthésie loco-régionale. Puis, on va tester le coude en flexion-extension, vous voyez, sur l'ensemble de l'arc de mobilité, à la recherche d'une nouvelle luxation. Puis, on va évaluer le coude, l'avant-bras en supination pour rechercher un valgus anormal et un varus, et on va reproduire cet examen en pronation de l'avant-bras. En effet, l'objectif, c'est de voir si en supination, on a une instabilité importante en valgus qui va disparaître en pronation, ce qui nous permet d'avoir, par la mise en pronation, une idée quant à la possibilité de stabiliser le coude malgré la lésion ligamentaire. Il est important de faire un bilan neurovasculaire après réduction, de contrôler par une nouvelle radiographie, être sûr qu'on a bien réduit le coude, que la réduction est congruente et qu'il n'y a pas de lésion osseuse liée au phénomène de réduction. Ce qui est très intéressant, et je vais vous en reparler, c'est le bilan échographique. Donc, pas toujours accessible, en tout cas plus accessible en urgence qu'une IRM. Il a été démontré récemment que la valeur de l'échographie pour l'évaluation des lésions ligamentaires. Enfin, le dernier point sera l'immobilisation adaptée ou la chirurgie en fonction du degré d'instabilité du coude après réduction. Donc, j'ai l'habitude de montrer cet organigramme en fonction donc, des résultats obtenus après réduction d'une luxation du coude. Lorsque, après réduction, le coude est stable tout au long de l'arc de mobilité, flexion-extension complète, il n'y a pas lieu, en général, bien sûr, d'opérer. Le coude est considéré comme stable après réduction. Et une simple immobilisation à titre antalgique, de l'ordre de 8 jours, dans une simple écharpe, peut suffire à faire passer la période aiguë. Si le coude devient instable dans les derniers degrés d'extension, alors qu'on a testé le coude en position de supination de l'avant-bras, on va retester le coude, mais cette fois-ci en pronation. Au lieu de faire de la supination, ce qui est la position classique de test, on va cette fois-ci amener l'avant-bras en pronation et refaire le test. Si le coude devient stable, c'est-à-dire qu'on a mis en tension le plan externe, on a verrouillé la tête radiale sur le condyle huméral et ça suffit à rendre le coude stable tout au long de l'arc de mobilité. À ce moment-là, on va préconiser une immobilisation, l'avant-bras en pronation pour protéger la cicatrisation des structures ligamentaires. Idéalement, on peut aux urgences réaliser éventuellement une gouttière plâtrée en pronation, mais rapidement, il faudra réaliser une orthèse articulée pour débuter une mobilisation du coude dans cette position de protection. Si le coude devient instable lors des 30 derniers degrés d'extension, malgré l'avant-bras en pronation, donc là encore, on préconise l'immobilisation avec cette fois-ci, dans l'orthèse articulée que l'on proposera, une limitation de l'extension à 30 degrés en gardant l'avant-bras toujours en pronation. Donc, on va débuter une mobilisation dans un secteur protégé de mobilité en gardant la pronation et en évitant les derniers degrés d'extension du coude. On fera la même chose lorsque le coude devient instable, passé les 60 degrés de flexion.
Cette fois-ci, on mettra un blocage de l'extension dans l'orthèse à 60 degrés. Et donc, le patient pourra débuter une mobilisation du coude entre 60 degrés de flexion et flexion complète, l'avant-bras en pronation. Ce n'est que quand le coude reste instable, finalement, quelle que soit la position de flexion, en tout cas au-delà de 60 degrés, que peut se discuter une réparation chirurgicale, réparation ligamentaire chirurgicale, éventuellement associée à une protection par un fixateur externe. Cet article a souligné l'importance de la réduction congruente. En effet, hop là. En effet, après réduction, il est important d'avoir une réduction parfaite. Si vous avez ici un trop bel interligne, ce que ces auteurs ont appelé le drop sign, il faut faire attention à l'instabilité résiduelle qui peut entraîner, comme on peut le voir sur ce cas ici en bas, une luxation dans l'attelle qui avait été mise en place. Donc ce signe, ce trop bel interligne ou ce drop sign doit faire suspecter des lésions ligamentaires étendues et orienter éventuellement sur la reproduction du test clinique, éventuellement sur des bilans complémentaires type échographie. Et il faudra surveiller de manière très rigoureuse ces coudes et ne pas les perdre de vue pour ne les revoir qu'au bout de 3 semaines. En effet, dans la série de cet auteur, 20% des patients qui présentaient ce drop sign après réduction ont nécessité une réparation chirurgicale. Donc, ce n'est pas les 100%, hein, c'est-à-dire que d'autres patients, grâce à la tonicité musculaire, ont réduit je dirais, cette ouverture articulaire. Pour autant, ça doit être un élément qui doit alerter sur l'incompétence ligamentaire, pouvant nécessiter donc une réparation chirurgicale. Donc voilà un cas du service qui avait été plâtré dans une orthèse. Difficile de savoir quel avait été le test qui avait été fait et qui a été revu au bout de 3 semaines. Et vous voyez, 3 semaines après, le coude est luxé. Alors, ce qui est vrai, c'est que prendre en charge ces patients en urgence ou en urgence relative est quelque chose de relativement facile. Prendre en charge les patients au bout de 3 semaines, 1 mois en quasi-luxation invétérée, ça devient beaucoup plus difficile du fait du début de rétraction des parties molles qui rend la réduction même sanglante parfois à risque. Je vous parlais de l'échographie. En effet, nous avons fait faire une thèse par les radiologues que dirigeait le professeur Marie Faruche dans le service de radiologie de Purpan, avec l'aide de Pierre Lomonerie et Hugo Barré, qui en a fait son mémoire d'échographie. Et cette thèse a montré le rôle tout à fait intéressant de l'échographie pour l'identification des structures ligamentaires, qu'elles soient latérales ou médiales, sur la bonne reproductibilité interobservateur concernant le degré de visibilité des ligaments, le type de lésion, est-ce que c'est une lésion intraligamentaire, est-ce que c'est une désinsertion, est-ce que c'est une simple distension, le site lésionnel, est-ce que c'est sur l'humérus, sur l'ulna, au milieu des ligaments, et la présence d'un arrachement osseux associé à l'avulsion ligamentaire. Cette étude a montré également une bonne corrélation entre l'échographie et l'exploration chirurgicale secondaire. Donc, je crois que c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on a rarement utilisé l'échographie en urgence après luxation du coude, mais ça peut être un élément tout à fait intéressant après réduction, lorsque vous avez une instabilité résiduelle ou lorsque vous avez ce drop sign sur les radiographies. Encore faut-il, c'est certain, avoir un radiologue entraîné à ce type d'examen. Alors, une fois que vous avez fait ce bilan, que vous avez retenu finalement 2% de vos luxations pour une intervention chirurgicale,
quelle est la stratégie finalement à adopter pour la réparation ligamentaire. Donc, je vous rapporte les résultats de cet auteur, avec en tout cas ses cas cliniques. C'était l'auteur qui avait montré qu'il y avait souvent des lésions du plan médial, plus souvent que le plan latéral. Donc, vous avez ici deux exemples. Le premier en haut, c'est une luxation postérolatérale. On voit très bien le déplacement postérolatéral de l'avant-bras par rapport à l'humérus. Le bilan IRM qui a été fait en suivant, qui montre principalement une lésion du plan médial, avec finalement, semble-t-il, pas de lésion du plan latéral. Ici, la constatation péropératoire qui montre une avulsion à la fois du plan ligamentaire, mais également du plan tendinomusculaire, qui a été réparé. Et ici, vous avez la vue post-opératoire. Et donc, dans ce cas-là, seul le plan médial a été réparé, alors qu'il s'agissait d'une luxation postérolatérale. Pierre, je te recoupe. Les diapos ne passent plus. On est fixé sur la radiographie où le coude était luxé à 3 semaines. Là, tu l'as? Là, j'ai la radio fixée à 3 semaines, mais plus rien ne bouge. Là, Il n'y a pas que moi parce qu'on m'écrit que ça coince. je refais un partage alors. Oui, je pense qu'il faut que tu repartages et que tu redémarres au coude luxé. Du moins, tu montres vite les diapos. Là, on te voit maintenant, ça marche. Voyons, là, ça remarche. Donc, repart du coude luxé. On n'a pas vu apport d'imagerie. Voilà, ça, on ne l'a pas vu. Voilà, donc le coude luxé sous plâtre, d'accord. Ça, c'était l'étude donc sur l'échographie, fait par Romain Bilger là, dans le service de radiologie de Purpan, qui a montré donc la valeur de l'échographie pour l'étude en urgence des ligaments du coude. Donc, on avait fait cette étude pour les luxations simples et pour les luxations associées à des fractures de tête radiale. Donc, élément intéressant. Et donc, ces cas cliniques là, de cet auteur coréen, avec en haut cette luxation, donc, je vous disais, postérolatérale, avec sur l'IRM lésion essentielle du plan médial, alors que le plan latéral est intact, et constatation péropératoire, où vous voyez ici l'avulsion complète du ligament et de la structure tendinomusculaire qui a été réparée. Après réparation, testing du coude qui semble correct, et donc arrêt de la réparation au plan médial. À l'inverse, ce patient qui a aussi une luxation postérolatérale a eu un bilan IRM qui montre une avulsion essentiellement du plan latéral, sans atteinte du plan médial, et qui, lui, a eu uniquement une réfection du plan médial. Pardon, une réfection du plan latéral sans toucher au plan médial. Alors que vous voyez que sur la radiographie, il semble qu'il y ait une ossification sur le plan médial. Donc, vous voyez, pour la même direction, semble-t-il, en tout cas sur les radiographies de luxation, deux types de lésions différentes et deux types de prise en charge différentes. En bas, vous avez deux cas de luxation postéro-médiale cette fois-ci. Et par contre, là, l'attitude est relativement univoque, c'est-à-dire que dans les deux cas, seule apparaissait la lésion du plan latéral. Et dans ces deux cas, vous voyez ici les vues chirurgicales où l'on retrouve l'avulsion du plan ligamentaire, mais également, on voit un épicondyle latéral qui est chauve, c'est-à-dire avec des insertions du plan tendinomusculaire. Et dans ces deux cas, seul le plan latéral a été réparé. Donc, si l'on veut essayer de retenir une séquence thérapeutique en fonction de l'examen clinique, voire de l'échographie, c'est vrai que si on peut avoir l'échographie, ça peut nous guider de manière un peu plus objective vers la séquence thérapeutique. Pour autant, lorsque vous avez donc un coude luxé, que vous avez réduit, qui est relativement instable, lorsque vous constatez que vous avez une instabilité importante en valgus après réduction, qui se réduit en pronation, il faut débuter par une réparation du plan latéral. Ceci va permettre de stabiliser le plan ligamentaire externe. Une fois que vous avez stabilisé ce plan, vous allez tester votre coude
Si le coude est stable, vous arrêtez au plan latéral. Si le coude est instable, vous allez sur le plan médial. Lorsque vous testez le coude en valgus, il est instable en pronation. Il est instable en supination. Vous le mettez en pronation, il reste instable, c'est qu'il y a vraisemblablement au moins une lésion du plan médial. Donc, vous débutez par le plan médial, vous réinsérez le plan ligamentaire, voire tendino-musculaire, et vous retestez le coude. S'il reste une instabilité, notamment une instabilité postérolatérale, à ce moment-là, vous réparerez en deuxième temps le plan latéral. Donc, je reprends, on réduit le coude, on le teste en supination en valgus. S'il y a une grosse instabilité en supination, on met l'avant-bras en pronation. Si le coude devient stable, c'est qu'il y avait une lésion du plan ligamentaire latéral et on commence par là. Si le coude reste instable en pronation, à ce moment-là, c'est qu'il y a vraisemblablement une lésion du plan médial important et on débutera par le plan médial. Donc, en fait, c'est une chirurgie qui va être séquentielle. On commence par un compartiment, on teste et on regarde. Si c'est stable, on s'arrête là et on protégera la cicatrisation des ligaments par une orthèse articulée que vous avez en bas. En fonction du niveau d'instabilité du coude à 30 degrés ou 60 degrés de flexion, mais on bloquera l'orthèse à moins 30 ou à moins 60. S'il est instable, malgré la réparation du premier plan ligamentaire, on ira sur le deuxième plan ligamentaire, soit médial, soit latéral. Après, peut se discuter, une fois que vous avez réparé vos deux abords ligamentaires, que vous avez un doute sur une éventuelle instabilité persistante ou si vos structures ne sont pas de qualité correcte, vos structures ligamentaires, vous pouvez utiliser ces petits fixateurs externes articulés qui permettent de réduire le coude, de stabiliser la réduction, de protéger la cicatrisation ligamentaire, tout en permettant de débuter une mobilisation dans un secteur fonctionnel de mobilité. Lorsqu'on utilise soit le fixateur, soit l'orthèse articulée, en général, on préconise cette immobilisation pendant 45 jours. Ici, vous avez les propositions thérapeutiques faites toujours par ce Coréen. On va retrouver un petit peu les éléments dont je vous ai parlé, que ça permet un petit peu de les synthétiser. Vous avez une luxation postérolatérale qui est instable après réduction. Vous faites votre manœuvre de valgus, stress test en valgus. Si le coude est instable, notamment lorsque vous avez fait ce test en pronation et qui reste instable, vous allez débuter votre réparation par le ligament collatéral médial ou collatéral ulnaire, associé à la réinsertion des fléchisseurs pronateurs s'ils sont arrachés en même temps que ce ligament. Vous recheckez la stabilité tout au long de l'arc de mobilité. Si c'est stable, vous êtes arrêté à cette réparation ligamentaire. Si c'est instable, vous allez vers le plan ligamentaire latéral pour compléter votre réparation. Si lors de la manœuvre de valgus en pronation, votre coude devient stable alors qu'il était instable en supination, à ce moment-là, vous allez en premier vers le compartiment externe et vous retesterez le coude après cette réparation. En général, le coude devient stable après ligamentoplastie ou réparation externe et vous n'avez pas besoin d'aller au-delà. Enfin, dans les instabilités postéromédiales, je vous ai montré que tout à l'heure que les différents examens montrent que c'est en primeur le ligament collatéral latéral qui est lésé, rarement le collatéral médial. Donc en général, seule la réparation médiale suffit à stabiliser le coude. Donc voilà pour la partie chirurgicale. Il faut essayer d'avoir ça dans la tête pour
comprendre la séquence lésionnelle et guider la stratégie chirurgicale. La durée d'immobilisation, elle doit être la plus courte possible. Il faut, comme je vous l'ai dit, débuter une mobilisation dans un secteur protégé de stabilité. Donc, l'immobilisation, elle ne doit pas dépasser 8 jours si le coude est stable après réduction. Et elle doit débuter dès le 8e jour si le coude est instable, mais avec des systèmes articulés, comme vous pouvez le voir, qui doivent être mis en place pendant environ 1 mois et demi. Il a bien été démontré que l'immobilisation courte de 8 jours était supérieure aux immobilisations strictes de 3 semaines, avec un enraidissement du coude qui apparaissait rapidement au-delà de 15 jours. Donc, l'élément important à retenir, c'est qu'il ne faut pas immobiliser de manière stricte le coude pendant 8 jours. Ce n'est pas l'immobilisation dans un plâtre qui va assurer la stabilité de votre coude. Il vaut mieux débuter une mobilisation protégée en fonction des résultats de votre testing grâce à des orthèses articulées qui permettent de verrouiller les degrés d'extension que vous choisirez. Grâce à la telle ou avec la telle, on peut débuter rapidement une mobilisation. Et il a bien été démontré que la mobilisation ou la rééducation doit être active d'emblée. Ça ne sert à rien à faire de la mobilisation passive. On ne fait pas des exercices de posture. Ce qu'on peut faire, c'est stimuler en fait les stabilisateurs dynamiques, donc je vous ai montré tout à l'heure, le brachial et le biceps en avant, le triceps en arrière, et la stimulation active de ces stabilisateurs va permettre une coaptation de l'ulna au niveau du lumérus. Bien sûr, cette mobilisation active d'emblée se fera dans le secteur protégé de mobilité pendant le premier mois et demi. La flexion-extension doit toujours être travaillée l'avant-bras en pronation, notamment lorsqu'on se rapproche de l'extension, notamment si on a réparé le ligament collatéral latéral pour protéger justement sa tension, ou en rotation neutre si on a réparé le ligament collatéral médial. La pronosupination doit toujours être travaillée le coude fléchi à 90 degrés. C'est-à-dire, vous mettez le coude sur la table fléchi à 90 degrés et vous demandez au patient de faire des mouvements de pronation-supination. Il faut se rappeler que la position luxante, c'est l'extension-supination. Donc, en extension, on aura toujours l'avant-bras en pronation et en supination, on aura toujours le coude fléchi pour éviter de mettre en tension les structures ligamentaires et se rapprocher de la zone d'instabilité. Alors, qu'en est-il des résultats de luxation du coude? On a tendance à dire que c'est bénin, qu'il n'y a pas de séquelles. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez dans ces méta-analyses, on retrouve une perte de mobilité de supérieure à 30 degrés dans 15% des cas, des douleurs dans 15% des cas et des récidives, je vous l'ai dit, dans 1 à 2% des cas. Il y a quelques séries qui ont permis de suivre pendant 1 à 2 ans ces coudes. Ici, vous avez la plus ancienne de Suède, qui avait suivi 52 patients pendant 2 ans après luxation du coude. Vous voyez que la moitié se plaignait de symptômes résiduels, perte d'extension modérée, quelques douleurs liées à de l'arthrose post-traumatique, une instabilité médiale dans 7 cas, donc 13%, et des ossifications sur les trajets ligamentaires. On retrouve dans un article plus récent de 2011 en Écosse par Kurt Brown qui montre également sur 140 patients suivis, 56% avaient des raideurs résiduelles, parfois des raideurs type rhumatismale, raideurs climatiques, avec des douleurs associées, 62%, et une instabilité 8%, le plus souvent une instabilité médiale résiduelle. Enfin, ce dernier auteur des Pays-Bas, Denise Eigendal, spécialisé dans la chirurgie du coude, a suivi 41 patients qui ont tous présenté une luxation postériolatérale du coude, traitée par
réduction et immobilisation. Et tous ces patients ont été revus à un recul de 9 ans, ce qui est assez important. 54% avec une instabilité médiale sur les radiographies en stress, confirmée par une arthro-IRM. Ce qui veut dire que on retrouve un petit peu la théorie des Coréens sur cette lésion du plan médial qui n'est pas si asymptomatique que ça lorsqu'il persiste une instabilité. Et à l'issue de cet article, Denise Engendal préconisait donc la protection du coude pendant 6 semaines pour optimiser la cicatrisation ligamentaire, tout en permettant une mobilisation, encore une fois, dans ces orthèses articulées. L'avantage de l'orthèse articulée, c'est qu'elle va empêcher les mouvements dans le plan frontal, donc elle va empêcher les tractions sur les structures ligamentaires, mais elle va autoriser les mouvements dans l'axe, en flexion-extension, en évitant toute contrainte en varus ou valgus. Donc quand on dit pas de libération complète ou pas de mobilisation complète, on peut protéger le coude tout en autorisant une mobilisation, et c'est ce que préconisait cet auteur. Donc pour terminer, et pour répondre aux questions du départ, il est vrai qu'il n'y a pas de réparation ligamentaire systématique après luxation du coude, mais ça, vous le connaissez dans la pratique. Pour autant, il ne faut pas passer à côté des formes graves, car si elles sont faciles à traiter en urgence, elles seront très difficiles à prendre en charge en cas de luxation invétérée ou de luxation itérative. Donc, le bilan doit reposer sur l'examen clinique, la radiographie, et je pense que le bilan échographique doit faire partie en urgence ou en semi-urgence, en tout cas après réduction du coude, du bilan initial qui va guider la prise en charge, d'autant plus qu'on a un doute après réduction, soit parce qu'on a un examen clinique qui nous semble relativement pathologique concernant l'instabilité, soit parce que sur les radiographies, il y a un drop sign. Le bilan échographique a, je pense, sa place dans ces cas particuliers. On peut dire que malgré tout, la primauté à la réparation du ligament collatéral latéral, qui semble le plus souvent atteint et dont la conséquence sur la stabilité sera importante, notamment en induisant la persistance d'une instabilité postérolatérale, qui est finalement le primum movens de la luxation récidivante, et qu'il faudra toujours évaluer le plan ligamentaire médial, car il peut être associé à la lésion du plan latéral, et il faudra ne pas passer à côté et ne pas se limiter au plan latéral, car en cas de test montrant une instabilité en valgus persistante, il faudra savoir faire un double abord, donc médial, pour pouvoir réparer les structures internes. L'immobilisation, elle sera à la carte. Ce n'est pas une immobilisation par manchette résine ou par coudière en résine à 90 degrés de flexion. C'est une mobilisation protégée en fonction des résultats de votre test après réduction ou après test après réparation chirurgicale. Donc c'est pour ça que le test est important et qu'il faut normalement, sur votre observation, noter ce que vous avez trouvé lors du test pour pouvoir après prendre en charge de manière adaptée ces patients. Les résultats sont satisfaisants dans la grande majorité des cas, cependant, et il faudra en avertir les patients, dans 15% des cas, les résultats resteront insatisfaisants concernant la persistance de douleur, la perte de quelques degrés d'extension, voire une petite instabilité médiale. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci Pierre, c'était très intéressant, très clair. Donc, je vous rappelle à tous le principe pour poser des questions. Vous gardez vos micros fermés. Si vous voulez poser une question, vous l'ouvrez. À ce moment-là, on voit que vous voulez poser une question. Donc, pour vous lancer, je vais vous poser 2-3 questions, mais ce sont des questions de candide, parce que je ne fais pas la chirurgie du coude tous les jours. Dites-moi, cette échographie, on a vraiment besoin de passer par un radiologue. Le chirurgien ne pourrait pas la faire lui-même, surtout si on avait un échographe. On va laisser Pierre Lemonnery répondre, qui a participé à la thèse. Je ne suis pas sûr d'avoir le même avis que vous sur la question, par contre. Mais Sur là
je ne suis pas sûr d'avoir le même avis que vous sur la question, par contre, de l'échographie. Oui, oui. Alors, moi, mon avis, c'est que c'est difficile, en fait, de placer l'échographie dans le traumatisme aigu du coude. Parce qu'actuellement, quand même, force est de reconnaître que la prise en charge est énormément guidée par l'examen clinique et le testing, comme l'a bien montré M. Mansat, le testing au bloc opératoire. On va faire le bilan radiographique préopératoire, on va le tester ensuite au bloc opératoire et on va quand même poser beaucoup nos indications, comme l'algorithme le montre sur la diapo, sur l'instabilité du coude lorsqu'on le teste. Alors, comment placer l'échographie? C'est difficile parce que si l'échographie montre une rupture du ligament collatéral ulnaire latéral, une rupture du ligament collatéral radial, une rupture du faisceau antérieur du plan interne, mais que le patient est stable, que doit-on faire? C'est compliqué. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Certains diront qu'il faut l'opérer. D'autres diront non, s'il est stable, il y a très peu de risques qu'il soit instable à distance, une instabilité peut-être médiale, mais bon, moins de 8% des cas. Bon, tout ça, il n'y a pas de réponse. Ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, c'est que pour l'instant, l'échographie nous permet d'augmenter l'iconographie d'un traumatisme, mais n'a pas d'application concrète fiable. Donc, comme je l'ai dit, en fait, l'échographie, pour moi, c'est quand on a un doute sur la stabilité clinique au testing ou qu'on a ce drop sign sur les radiographies. C'est-à-dire lorsqu'on a un doute quant à la stabilité. Ce n'est pas de manière systématique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu dis qu'on réduit les luxations du coude au bloc opératoire. Ce n'est pas systématique non plus. Elles sont souvent réduites en box aux urgences. Donc, c'est vrai que le testing peut-être est moins facile et moins précis, justement. Mohamed, on t'écoute. Mohamed Lamine, tu as une question ou tu as ouvert le micro par hasard? Non, c'est par hasard. Hein. Alors, je coupe ton micro. Mon Dicon, moi j'ai donc une deuxième question. Tu nous as montré un cas où à 3 semaines, le coude était luxé. Une radio de contrôle à 3 semaines, est-ce que ce n'est pas trop tard? À quelle période vaudrait mieux faire une radiographie de contrôle pour pouvoir rattraper l'affaire si ça s'est luxé? Alors, encore une fois, je n'avais pas l'évaluation de la stabilité post-réductionnelle. Et ça, c'est un manque dans les observations des urgences, c'est qu'on ne sait pas si le coude a été testé et on ne sait pas quel était le résultat du testing. Donc, je ne sais pas. Si le coude est très stable, a priori, 3 semaines, ça suffit. Si on a encore un doute sur la stabilité, ce fameux drop sign, il faut le revoir sous 8 jours. Et on ne peut pas attendre 3 semaines. Donc, il est important de ne pas perdre le patient de vue dès qu'on a un doute sur la stabilité du coude. J'ai une dernière question. Donc, c'est moi qui suis aux urgences. Je ne connais pas grand-chose. Je réduis ce coude. Je pense qu'il est stable. Je lui mets un plâtre, mais je me suis trompé, il ne l'était pas. Est-ce que tardivement, après 6 mois, il est possible de faire des ligamentoplasties ou c'est trop tard? Alors, après 6 mois, il est rarement possible de faire des réparations directes et donc on fait des ligamentoplasties. Comme sur le croisé antérieur, c'est-à-dire qu'on va prélever un tendon ailleurs pour refaire le plan ligamentaire. Donc là, quand je parlais des réparations ligamentaires, c'était bien sûr des réparations directes. On réinsère les ligaments, ce qui n'est pas possible en chronique, soit parce que c'est des luxations récidivantes et le plan ligamentaire est totalement distendu et il n'a plus de valeur mécanique, on est obligé d'utiliser un transplant ligamentaire. Le problème des luxations à 6 mois, c'est que si la luxation est invétérée 6 mois après, c'est plus qu'un problème ligamentaire, c'est un problème aussi articulaire. D'accord. Alors, moi j'ai fini les questions. Vous en avez d'autres? Vous ouvrez votre micro et vous posez des questions. Sinon, j'ai une question. Moi. Pierre, vas-y. Alors, j'ai 2 questions. La première, déjà, je remercie M. Monsat pour la clarté du topo, parce que c'est hyper difficile à présenter et je pense que ça a clarifié la situation pour beaucoup de gens. Et c'était très intéressant de comparer l'école de la Mayo Clinique
qui part du plan latéral et l'école du Special Surgery qui part du plan interne avec Schreiber et Hotchkiss. C'était très intéressant. Et dans ce contexte-là, je voulais savoir ce qu'il en pensait quand même d'immobiliser les gens en pronation. Parce que comme vous l'avez dit, la pronation, certes, on resserre le compartiment radiocapitellaire, mais on ouvre le compartiment interne. Et Schreiber, personnellement, je pense plutôt que Schreiber, on s'oriente actuellement plutôt vers la théorie d'Hotchkiss et de Schreiber. Et Schreiber dit quand même, la lésion quand même qu'on retrouve beaucoup et principale, même si ce n'est pas celle qui est la plus pourvoyeuse de luxation, c'est le plan interne. Et lorsqu'on immobilise en pronation, comme ça, on va tendre le plan interne. Donc vous, est-ce que vous êtes en faveur d'une position neutre ou d'une position en pronation lorsqu'on l'immobilise pendant 8 jours à 3 semaines? Ce que j'ai dit dans mon topo, c'est-à-dire que quand tu as que le plan externe qui a été réparé, tu protèges en pronation. Par contre, quand tu as le plan médial, voire les deux plans, tu le mets en position neutre. Et si on n'ouvre pas, qu'on réduit juste, qu'on le trouve à peu près stable. Mais bon, au niveau des plans, on peut supposer qu'il y a une lésion, mais c'est stable. Vous l'immobilisez en position neutre, en pronation. Oui. D'accord. Si je le trouve stable, je l'immobilise en pronation. D'accord. D'autres questions? Vous ouvrez votre micro. Sinon, il y a une technique où je peux interroger quelqu'un au hasard et il pose sa question. C'est-à-dire que pour les prochaines conférences, chacun préparera une question sur un bout de papier, puis on demandera la question pour un peu animer ce débat. Florence, elle a une question, je le vois. Moi, en fait, j'étais assez surprise des pourcentages d'instabilité du coup de résiduel post-testing, puisqu'il me semble que vous avez dit de l'ordre de 2%, si j'ai bien compris, sur les séries que vous avez évoquées. Qui nécessitent… C'est les luxations les plus violentes. Et dans les deux ou trois articles de méta-analyse, là, ils étaient à une quinzaine ou vingtaine de pourcents d'instabilité médiale persistante. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y en a un certain nombre qu'on finit par opérer au bloc opératoire et qui sont pas stables après testing. Moi, j'aurais dit qu'il y en a peut-être 1 sur 10 qu'on finit par opérer dans le service. Oui, alors peut-être que… Ouais. Alors, je me dis, est-ce qu'on les opère pas trop finalement par rapport aux résultats de la littérature? C'était ça un peu qui m'a surpris sur le diaporama. C'est-à-dire que je vous ai sensibilisé à ce problème d'instabilité. On connaît la problématique d'une luxation dans un plâtre. Peut-être qu'on est en effet à l'excès, je suis d'accord avec toi, dans certains abords chirurgicaux. Mais il est vrai que ça permet malgré tout de stabiliser le coude et d'éviter ces mauvaises surprises à distance. Et les abords chirurgicaux ont beaucoup de complications. Cela peut entraîner un coup de raide si on opère pour rien ou il n'y a pas tellement de complications? Est-ce qu'on prend un risque pour rien en réparant le ligament? Ce sont des gestes extra-articulaires finalement. Donc, il y a peu de risques. Le plan médial, il y a le nerf ulnaire qui est à proximité. Voilà, ça, c'est peut-être le risque. Mais sinon, il n'y a pas trop de risque parce qu'on reste extra-articulaire. Donc peut-être que de temps en temps, il vaut mieux réparer un ligament pour rien que d'en laisser passer quelques-uns. Qu'avoir une luxation sous plâtre, Voilà. je suis d'accord. Oui. Et c'est vrai, comme j'ai un peu insisté depuis quelques années là-dessus, c'est vrai que la tendance peut-être du service est d'être un peu agressif sur cette prise en charge. Mais c'est vrai, comme l'a dit Pierre Lomonerie, il y a certaines équipes qui presque opèrent, pas systématiquement, mais beaucoup plus fréquemment. Dès qu'ils ont une petite instabilité, ils ne prennent pas le risque d'une instabilité résiduelle et ils opèrent. Je pense que c'est un peu excessif. D'autres questions? C'est le moment ou jamais. Mathieu. J'ai une remarque par rapport à ça. Puis, merci déjà pour le topo. Et j'ai l'impression que nos pratiques ont un peu évolué depuis la période où j'étais jeune interne, où j'avais travaillé sur les luxations de coude. Et maintenant, il y avait une période où il y avait une place au traitement par orthèse articulée en pronation, traitement orthopédique, si on avait un coude instable en supination. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Un coude qui serait instable en supination, il va passer par la case chirurgie et la réparation du plan ligamentaire latéral. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau chez nous. Non. Dans mon organigramme, j'ai bien montré que s'il se stabilisait en pronation, on l'immobilisait en pronation, sans forcément l'opérer.
dans mon organigramme, je ne sais pas si tu le vois là, donc 30 degrés, on met une orthèse en limitant les 30 degrés, 60 degrés, on met une orthèse qui limite les 60 degrés, mais je ne les ai pas opérés, ceux-là. Ce que j'opère, c'est celui qui se reluxe même à 60 degrés de flexion et qui restera instable, en effet, en latéralité, quoi. Ok, j'ai raté une partie du topo parce que j'ai dû redescendre au bloc, mais c'est cet organigramme que je connaissais. Mais quand vous avez Oui, présenté vrai, les autres organigrammes des autres séries, j'avais l'impression qu'on passait par la case chirurgie si le coude était instable en tu vois, supination. on garde, je ne sais pas si tu le vois là, vous voyez là. Non, il faut que Non, tu là on est repartages l'écran. sur les webcams uniquement. Il faut que tu repartages l'écran. En bas, tu mets la flèche en bas, ça doit faire apparaître partager l'écran. Voilà, oui. C'est bon. Tu vois, On le voit. on reste là-dessus. Donc, s'il Oui, est ça je instable, connaissais celui-là. voilà, ben, on reste là-dessus. En fait, on n'opère que cette frange à la fin. Là. Hein, donc, en effet, Florence dit que c'est fréquent, mais c'est-à-dire que quand le coude se reluxe au-delà de 60 degrés de flexion. Oui, en pronation à 60 degrés de flexion, c'est quand même pas si Garder le fréquent, quoi. principe de l'orthèse, quoi. Ok, ça marche. Tu peux garder ta présentation, ça te permettra d'insister sur certaines questions. Alors, d'autres questions? Vous êtes nombreux quand même, il devrait y avoir beaucoup de questions. Vous avez vu, c'est simple, ouvrez votre micro. J'en ai encore une dernière. Allez, Pierre. Comment vous interprétez les 13% d'instabilité médiale à long terme? 13%, c'est quand même important. On est très focalisé sur le ligament collatéral ulnaire latéral, mais finalement, on a quand même plus d'un patient sur 10 qui va avoir une instabilité médiale à la fin. Comment vous l'interprétez et comment on pourrait peut-être améliorer ce chiffre selon vous? L'interprétation, c'est que peut-être la théorie là, Ouais. la deuxième théorie, qui n'est pas celle d'Odriscoll, est probablement en partie dans le vrai, c'est-à-dire qu'il y a plus de lésions médiales qu'on ne peut le penser, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, de dire qu'il faut libérer le coude, ou en tout cas le libérer de toute immobilisation après 8-10 jours, et peut-être fausse. Et c'est ce que disent Denise Agendal, c'est-à-dire qu'elle protège le coude dans une orthèse articulée pendant 45 jours, parce qu'elle se donne la possibilité justement de cicatrisation de ce plan médial qui, lorsque on immobilise le coude que 8 ou 10 jours, ne cicatrise pas. Ou cicatrise mal, ou en tout cas pas dans tous les cas, quoi. Donc, c'est protéger la cicatrisation ligamentaire, même si le coude est stable, pendant 1 mois et demi. D'autres questions? Bon, mais s'il n'y a plus de questions, faites vite si vous voulez poser une question, parce qu'on va bientôt arrêter. Donc, moi, je ne vais pas remercier tous les desks et les desks de Toulouse, parce que c'est normal qu'ils assistent à ces réunions. Par contre, je vais remercier tous ceux qui viennent d'autres universités, d'autres écoles. Et si ce genre de réunion vous a plu, faites-le savoir autour de vous, qu'on soit le plus nombreux possible, parce que je pense que c'est intéressant, surtout en ces périodes de confinement. Certains qui n'ont plus de questions, nous allons finir là. Merci Pierre, c'était vraiment bien avec de belles diapositives et tu as expliqué simplement quelque chose de compliqué, ce qui est le plus difficile à l'enseignement. Certains expliquent de manière compliquée des choses simples et ceux-là, ils sont beaucoup moins clairs. Merci Pierre. Parfait, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.